Catherine Loubier, Michel Séauger, Raphaël Jacob, bonsoir. Bonsoir. Donald Trump qui repousse encore les limites de la Constitution, frontière entre le pouvoir politique et les tribunaux. On va aller voir une publication sur son réseau Truth Social de cette semaine où il dit « Que se passe-t-il avec nos tribunaux? Ils sont complètement hors de contrôle. Ils semblent tellement détester Trump que tout est permis. Nous essayons de sauver notre pays des ravages causés par les démocrates et Joe Biden, le corrompu. » Raphaël. Ça dépend de quoi on parle, de quel décret et surtout de quelle contestation judiciaire. Sur la question migratoire en particulier, il y a de plus en plus un schisme entre le débat constitutionnel et légal et le débat politique. C'est-à-dire que d'un point de vue constitutionnel, le président est en train de jouer avec le feu de façon assez monumentale. Ses partisans diront qu'il respecte les ordres des tribunaux de façon quasi universelle, c'est vrai, sauf qu'il a une rhétorique qui sort complètement du cadre qu'on pourrait dire normatif. En même temps, surtout dans la cause spécifique dont on a parlé beaucoup dans les derniers jours, celle de M. Garcia, le migrant qui a été expulsé vers le Salvador par erreur par l'administration Trump. Cette dernière, là, je parle de la Maison-Blanche, l'équipe de M. Trump semble de plus en plus confiante de pouvoir marquer des points politiques parce que le type qu'on dépeignait comme un père de famille, on commence à le voir peut-être sous un angle un petit peu moins positif. Donc, il y a le débat constitutionnel, il y a le débat politique et je vous soumettrai qu'un n'est pas synonyme de l'autre présentement aux États-Unis. Catherine? Oui, je suis d'accord. Puis dans le cas de M. Garcia, on assiste vraiment à un duel, dans le fond, comme le décrit mon collègue, entre l'administration Trump et la justice fédérale, où finalement, M. Trump et ses bons soldats disent si je perds l'argument légal qu'il perd, il l'a concédé de toute façon dans le cas de l'expulsion de ce Salvadorien là, vers son pays, ben, il gagne l'argument politique. C'est c'est ça qu'il se dit, parce qu'il se dit cet individu-là a été ici entré illégalement. Il appartient, il y a des preuves du State Department qui est membre d'une organisation qui a été nommée comme terroriste, le MS-13, en février 2025. Il y a des preuves de ça. C'est un groupe très violent, etc. Et il se dit donc, même si je n'ai pas respecté le processus de justice et la règle de droit, mon argument politique va fonctionner de toute façon. Michel C. Le problème, c'est que la règle de droit, elle est bafouée pas juste dans ce cas-là. Ce cas-là, il est évident parce qu'il y a eu un jugement 9-0 de la Cour suprême. Et ne pas obéir à la Cour suprême, quel que soit le jugement et quelle que soit la situation, même si le monsieur n'est pas exactement un enfant de cœur, c'est ne pas obéir à la Cour suprême. Et c'est ça le danger actuellement, c'est que les juges, dans un système politique comme celui des États-Unis, les juges n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de police, ils n'ont pas de quoi mettre en force leur jugement. C'est basé sur une convention constitutionnelle qui dit qu'on va obéir aux tribunaux. Mais quand on commence à ne pas obéir aux tribunaux, quand on n'aime pas le jugement, on s'arrête où? Et c'est là qu'est le danger de se retrouver dans une crise constitutionnelle qui peut vraiment paralyser le système américain. Oublions pas que quand Richard Nixon, à la fin de sa présidence, avait perdu devant la Cour suprême qui lui demandait de donner les fameux enregistrements de ses conversations, il avait pensé à acheter tout ça dans un grand feu, puis finalement, il les avait donnés. Et à la fin, ça avait donné sa démission. Mais il avait obtempéré à un jugement de la Cour suprême. Là, M. Trump ne fait pas ça. C'est quoi le danger pour M. Trump s'il n'obtempère pas, Raphaël? Bon, ce jugement, il dit qu'il doit faciliter le retour, mais là, toute la nuance est dans cette décision-là. Là. Exactement. Et encore une fois, ça dépend si on parle de danger constitutionnel ou de danger politique. Le danger constitutionnel, je vous soumettrais qu'il est moins pour M. Trump. Il est davantage pour la République américaine. Mais pour la politique? Bien, pour l'aspect politique, je vous dirais que si vous m'avez posé la question la semaine dernière, en fait, vous m'avez posé la question la semaine dernière, je vous disais que le président était vraiment en danger de faire quelque chose qui serait impopulaire, c'est-à-dire s'en prendre à quelqu'un qui était vu de façon positive par l'opinion publique. Donc, un père de famille, du Maryland, qui a été expulsé par erreur, envoyé dans une prison épouvantable avec des conditions ignobles, etc. Ça, c'était la semaine dernière. Ce que la Maison-Blanche, d'un point de vue politique, je le répète, ça n'excuse aucunement les débordements d'un point de vue légal, judiciaire, constitutionnel, mais d'un point de vue politique, où la Maison-Blanche, je vous soumettrai dans les derniers jours, a bien joué ses cartes. Ça a été notamment en citant cette mère de famille du Maryland pour envoyer un message comme quoi, écoutez, on a une Américaine dont la fille a été violée, a été assassinée par un autre migrant clandestin.
Et le même sénateur démocrate du Maryland qui a fait pratiquement le tour de l'hémisphère pour aller au Salvador et se présenter comme défenseur du migrant qui avait été expulsé par erreur, n'a jamais daigné prendre le téléphone pour appeler sa propre commettante et offrir ses condoléances. Donc, d'un point de vue politique, strictement politique, je vous soumettrais que c'est gagnant pour l'administration de M. Trump, même si, encore une fois, je le répète, pour être sûr qu'il n'y a aucune confusion, ça n'excuse aucunement les dérapages d'un point de vue constitutionnel. On a appris aussi ce matin que la Cour suprême va finalement entendre, Catherine, la cause qui concerne le droit du sol. J'ai manqué celle-là. Je vais passer la Michel, la si vous avez vu ça rondelle passer, on passe la rondelle à Michel, juste à côté. Mais le droit du sol, M. Trump s'en plaint beaucoup. Il a dit plusieurs fois pendant la campagne électorale, je pense qu'on est le seul pays à avoir ça. C'est pas vrai, entre autres le Canada, ce droit-là. C'est un amendement à la Constitution des États-Unis. Alors, s'il dit, moi, j'aime pas le droit du sol, puis c'est tout, on va le faire enlever, il y a une procédure, ça s'appelle la procédure d'amendement de la Constitution. Je vous avertis tout de suite que c'est très lourd, puis il y a des choses comme l'égalité entre les hommes et les femmes qu'on n'a pas réussi à faire reconnaître dans la Constitution, parce que la procédure était trop lourde. Alors, mais c'est pas ça qu'il veut faire. Il dit, je ne veux pas en entendre parler. Je veux tout simplement qu'on l'enlève de la Constitution. Moi, j'ai décidé. Encore une fois, on est dans un duel frontal entre les tribunaux, et dans ce cas-ci, la Cour suprême, et le président. On va voir, la Cour suprême n'a pas encore entendu la cause, n'est pas encore statuée, mais c'est clairement un amendement à la Constitution américaine. Ce n'est pas une loi qu'on pourrait changer ou quoi que ce soit. Oui, encore une fois, Raphaël? Non, très peu de choses à ajouter. Je suis entièrement en accord avec Michel. C'est la même chose. La plus grosse question en ce qui me concerne pour ce qui est de cette cause-là, ça va être de savoir non pas si la Cour suprême renverse le décret de M. Trump parce qu'à moins d'un miracle, d'une surprise colossale, c'est ce qu'elle va faire. Ouais. La question davantage pour moi qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'elle va le faire à l'unanimité. Autrement dit, est-ce que même tous les juges républicains, parce que le décret de M. Trump est tellement absurde d'un point de vue constitutionnel, vont se ranger du côté des juges plus libéraux, plus à gauche, ou non? Est-ce qu'on va avoir une cour divisée sur cette cause-là? Ça, je l'ignore. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de système noir et blanc. Donc, affrontement avec la Constitution et les tribunaux, affrontement aussi avec la Fed. On va aller écouter ce qu'il a dit sur Jérôme Powell, Donald Trump, cette semaine. The only thing that's gone up actually is interest rates, because we have a Federal Reserve Chairman that is playing politics. Somebody that I've never been very fond of, actually. But he's playing politics. Interest rates should be down now. That's because of the Federal Reserve, because they're not very smart people. Catherine? Oui, ça, je l'ai suivi, par contre. Oui, vous l'avez entendu, mais oui. Écoutez, je pense qu'il gonfle le dos politique, là, et en fait, il cherche un bouc émissaire à l'avance pour les problèmes d'inflation qui pourraient augmenter. C'est ça qu'il fait. Et c'est toujours, encore là, on va utiliser le mot duel. Hein? Il va se faire le dos rond devant Powell, qui a tweeté aujourd'hui, ou il a mis sur Truth Social que la durée de son mandat pourrait être plus courte que prévu. Son mandat se termine en 2026. Il y a eu des consultations avec un ancien président de la Réserve fédérale également. Donc, il discute de le mettre dehors, là, à proprement dit, et il commence à creuser finalement là, le motif pour lequel ce sera aussi, pas juste sa politique de tarifs, mais aussi la faute de Powell d'avoir trop tardé, on l'a entendu avant, pour bouger les taux d'intérêt. Et voilà, donc c'est du grand Trump. Encore une fois, c'est la personnification des problèmes qui sont dans son rétroviseur que franchement lui-même a créé. Raphaël? Bien, Catherine mentionnait il y a un instant que lui-même a créé. L'extrait que vous avez fait jouer tantôt, c'en était un où, au tout début, M. Trump disait qu'il n'avait jamais vraiment aimé M. Powell. Peut-on simplement collectivement rappeler que M. Powell est à la tête de la Réserve fédérale aujourd'hui parce que c'est M. Trump qui l'a nommé là au début de son premier mandat? Il y en a plus qui est complètement surréaliste à ça, de un. De deux, si jamais, et c'est un si actuellement, mais si jamais M. Trump pense aux actes, ça ne devient pas simplement de la rhétorique, mais la réalité, et qu'il tente de le congédier.
Là, ça va devenir une autre question constitutionnelle fondamentale, à savoir, le président des États-Unis, oui, bien sûr, il a le pouvoir de nommer le président de la Fed, mais a-t-il le pouvoir unilatéral de le congédier? Et la réponse simple, c'est qu'on ne le sait pas à 100 parce que ça n'a jamais été testé en remontant aux origines même de la Fed au début des années 1910. On n'a jamais eu un président qui a tenté de dégommer de cette façon-là un président de la Fed. Et si jamais la réponse devient oui, et que M. Trump est en mesure de limoger M. Powell et de le remplacer par quelqu'un qui va essentiellement faire sa bonne volonté en matière de gestion des taux d'intérêt, de masse monétaire dans l'économie américaine, imaginez un instant la quantité d'incertitude que ça va injecter dans le climat économique actuel où il n'y a personne qui sait où est-ce que la politique commerciale des États-Unis s'en va. Imaginez si on ajoute à ça la politique monétaire également, qui est essentiellement au gré d'un homme qui change d'avis quotidiennement sur à peu près tout. Il y a ça aussi comme composante qui est vraiment importante, bien au-delà de la rhétorique qu'on entend présentement de la part de M. Trump à l'endroit de M. Powell. Parce que juste cette semaine, alors qu'on entendait justement des déclarations, on voyait les fluctuations du marché, là, Michel C. Oui, le problème plus large, c'est pas juste qu'on ne joue pas avec le président de sa banque centrale, appelons la Fed ou appelons-la comme on voudra, là. C'est le Mark Carney de son époque. L'ancien Mark Carney, oui. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est pas ça. C'est l'attitude de M. Trump pour qui toute personne qui est dans l'appareil fédéral travaille pour lui directement. Il doit faire exactement ce qu'il dit. Absolument. Alors, il n'y a pas de place pour, pas juste la dissidence, mais pour faire son travail en disant non, la politique du président n'est peut-être pas la meilleure et je ne crois, et je suis un être indépendant de par ma fonction de la présidence et je ne crois pas que c'est une bonne chose. Appliquer ça à l'ensemble du gouvernement, on n'est plus dans un état de droit, là. Donald Trump qui disait que ça ne serait pas si long de régler le conflit en Ukraine. Là, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il avait peut-être pensé. Puis il y a Marco Rubio qui menace même de se retirer des pourparlers, Catherine. Oui. Bien, en fait, on approche les 100 jours, là, on l'a dit. Le 30 avril, si je ne me trompe pas, de la présidence de M. Trump. Effectivement, c'est une priorité. Hein? Il y avait une baguette magique et il allait régler ça. Alors, l'ultimatum que lance M. Rubio, c'est pour faire aboutir les négociations. Évidemment, là-dedans, il y a une entente économique sur des minéraux en contrepartie d'un cessez-le-feu, mais il y a aussi la menace de d'autres outils que pourrait utiliser l'administration américaine envers Moscou, j'assume, là, qui pourrait ressembler à des sanctions. Je pense que M. Trump se bute, et M. Rubio, à l'intransigeance russe et à différentes visions du monde et à différentes visions de l'histoire aussi des relations entre l'Ukraine et la Russie. Et la pression monte et ils doivent trouver une porte de sortie s'ils ne sont pas en mesure d'avoir cette fameuse entente-là qu'on dit devoir se régler dans quelques jours. Là. Donc, c'est vraiment la pression et le quelques jours est très important. Ils veulent régler ça très rapidement. Et tout à l'heure, Raphaël, Donald Trump, il y a un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que vous vous êtes fait avoir par Vladimir Poutine? » Et il a absolument refusé cette thèse-là. Le contraire a été pour le moins surprenant. Mais de poser la question quand même, c'est intéressant, là. Absolument. La question était intéressante. Ce qui n'a pas changé depuis les 88 derniers jours, je vous soumettrais, même quand ça va faire 100 jours, peut-être même 200 jours, c'est ceci. L'Ukraine refuse obstinément de faire les concessions que la Russie exige pour se retirer, de un, et de deux, la Russie refuse catégoriquement, obstinément de se retirer de l'Ukraine si elle n'obtient pas ces concessions-là de l'Ukraine. Ouais. Donc, s'il n'y a rien de ça qui change, peu importe qu'on continue à parler ou non, d'un point de vue diplomatique, parfait, on va au moins avoir l'air d'avoir des canaux de communication plus ouverts que ça il y a 3 mois, il y a 6 mois. Mais concrètement, je vous soumettrais qu'il n'y a rien qui peut nous rendre moindrement plus confiants qu'on est plus près d'une réelle fin à cette guerre-là qu'on l'était lorsque M. Trump est arrivé au pouvoir. Donc, c'est pas simplement que la fameuse promesse, l'absurde promesse de régler cette guerre-là en l'espace de 24 heures a été violée depuis longtemps. C'est que même lorsqu'on regarde en avant, en ce qui me concerne, il n'y a rien qui devrait nous permettre d'être confiants qu'on a réellement fait du progrès tangible et concret. On parle chaque semaine ensemble, vous trois et moi, des démocrates. Où sont-ils? Est-ce qu'ils vont finir par se réorganiser? Cette semaine, ils ont envoyé un petit jeune dans les rallyes, un petit jeune démocrate, un Bernie Sanders, entre autres à Coachella. Puis en Arizona, en Californie aussi, il y avait pas mal de monde quand même. Est-ce que ça vous a étonné, ça, Michel C?
Non, ça ne m'étonne pas. Il est en territoire californien qui est un territoire très démocrate, il ne faut pas Démocrate. l'oublier. Oui. Oui. Et le petit jeune démocrate, c'est un indépendant. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un sénateur qui est au caucus démocrate, mais il est élu comme indépendant par les Oui. bons citoyens du Vermont. Alors, on commence à voir un début de tonus du côté des démocrates, mais ce sont des gens qui sont à l'extrême gauche du Parti démocrate, pas très centriste, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est pas avec des gens, c'est pas avec Bernie Sanders que les démocrates vont regagner la faveur populaire. Et c'est bon pour rallumer la flamme des militants démocrates, oui, tout à fait. Est-ce que ça leur donne un avantage quand viendront les élections de mi-mandat ou quoi que ce soit? Permettez-moi d'en douter. Catherine, c'est chez vous, la Californie? Ouais, oui, c'est chez nous, mais j'y suis pas en ce moment, mais Non, c'est effectivement oui. chez nous. Puis écoutez, je dirais, il faut rappeler aussi qu'à la dernière élection, la Californie a eu, je sais plus là, ma mémoire, là, mais j'ai goût de dire 40 mais il y avait quand même un vote pour M. Trump qui était historique et important en Californie. Mais oui, écoutez, Coachella, c'est le royaume de l'influenceur, premièrement, Mm-hmm. et c'est à peu près le lieu le plus sécuritaire, si on peut dire, là, pour l'extrême gauche, ou en tout cas la gauche du Parti démocrate, pour venir, comme l'a dit mon collègue, raviver la flamme. Donc, c'est une démonstration, là, tu sais, c'est pas très grassroots comme festival. Premièrement, ça coûte une fortune aller à Coachella maintenant. C'était pas comme ça avant, là, mais maintenant, c'est ça. Et c'est un lieu où ils ont été en mesure de planter, je pense, un petit peu d'énergie dans le mouvement démocrate. Mais je veux vous dire, ça va prendre pas mal plus que ça. On n'a toujours pas de vision sur un plan clair. Un peu des gens qui commencent à se démarquer, ou même des politiques, hein? Des politiques qui pourraient faire contraste. On a vu un peu à Coachella, mais il n'y a rien, il n'y a pas l'exercice qui a été fait là, de manière concluante chez les démocrates encore. Raphaël? Bien, premièrement, sans vouloir contredire Michel qui mentionnait qu'avec Bernie Sanders, on ne se dirigeait pas nécessairement vers la victoire du côté démocrate, peut-être, peut-être pas, mais je vous soumettrais que M. Sanders va avoisiner bientôt les 85 ans. Mm-hmm. Ça, pour moi, Catherine, c'est clair. Ce que ça veut dire, c'est qu'il s'approche de plus en plus de l'âge minimal pour se qualifier pour être président des États-Unis depuis les dernières années. C'est sa plus grande leçon à retirer. Et tout ça, c'est dit, blague de côté, l'énergie, et c'est là que, en tout sérieux, je me rallie du côté de Michel, l'énergie, elle est là présentement du côté démocrate. La grosse question en regardant en avant pour 2028, c'est de savoir est-ce que cette faction-là, qui est influente, qui n'est pas populaire auprès effectivement de la majorité de l'électorat américain, mais qui est extrêmement pesante au sein du Parti démocrate, va pouvoir avoir le haut du pavé. Bernie Sanders avait quand même chauffé Mme Clinton en 2016 et avait chauffé également M. Biden en 2020. Est-ce que ça serait lui, le candidat de cette frange-là, de cette aile-là du Parti démocrate en 2028? Peut-être, peut-être pas. Mais l'énergie derrière ce genre de candidature-là et de propos-là va être là, ça me semble, pour le moins probable présentement. On parlait de la Californie.